Bienvenue dans Les Biais dans le plat, le podcast qui vous aide à décoder les biais cachés qui influencent notre perception, nos choix et nos interactions. Comprendre les raccourcis mentaux que nous utilisons tous les jours, c'est reprendre la main sur notre destin. Ça a marché pour moi, je vais vous montrer comment y arriver aussi. À février, le mois des grands sentiments et des fausses évidences. On parle beaucoup d'amour, de complicité, de liens, mais rarement avec lucidité. Car on n'aime pas uniquement avec le cœur, on aime aussi avec notre mémoire émotionnelle, nos peurs et nos automatismes. Et surtout avec nos biais cognitifs. Ceux qui influencent nos attirances, ceux qui faussent nos interprétations, ceux qui nous poussent à prolonger des liens, même quand ils nous abîment. Et ces biais n'agissent pas que dans la sphère privée, ils se glissent dans nos amitiés, dans nos collaborations, dans nos liens hiérarchiques, dans nos décisions d'équipe. Alors on croit savoir ce que cherche l'autre, on croit être perçu comme on veut l'être, on croit agir de manière rationnelle et cohérente. Mais le biais le plus coriace, c'est justement de croire qu'on n'en a pas. Et c'est ce qui fausse le plus nos dynamiques relationnelles, dans l'intime comme dans l'entreprise. Aujourd'hui, dans Les Pieds dans le plat, on explore comment notre cerveau aime, s'attache ou s'entête, souvent sans qu'on en ait conscience. Au sommaire de cet épisode, je vais vous expliquer ce qu'on croit voir chez l'autre ou comment nos biais orientent nos attirances, nos jugements rapides, nos affinités automatiques, ce qu'on imagine que l'autre devine ou comment nos biais nourrissent les malentendus, les conflits invisibles et les non-dits. Et finalement, ce qu'on continue alors qu'on devrait ajuster et pourquoi certaines relations résistent au changement même quand elles ne fonctionnent plus. 3 points de vue pour mieux voir ce qui nous attache, ce qui nous freine, pas pour désaimer mais pour aimer et collaborer en conscience. Ce qu'on croit voir chez l'autre ou comment notre cerveau choisit pour nous. On croit souvent que nos liens se construisent sur des valeurs, des échanges, des affinités profondes. Mais bien avant tout ça, ce sont nos biais cognitifs qui trient, interprètent, orientent. Avant de connaître l'autre, on le projette. Avant de s'attacher, on généralise. Et avant d'écouter, on remplit les vides avec nos propres filtres. Cette première partie explore 3 biais majeurs qui façonnent nos relations personnelles comme professionnelles sans qu'on s'en rende compte. L'effet de halo, le biais de transfert illicite et le biais égocentrique. 3 façons d'aimer ou d'admirer sans toujours comprendre pourquoi. On croit qu'on tombe amoureux d'une personne, mais souvent, on tombe amoureux d'un détail, d'un regard, d'un style, d'un rôle. Et c'est là que l'effet de halo se met en marche. Ce biais cognitif nous pousse à généraliser à partir d'un élément visible. Un sourire devient un signe de gentillesse. Un job impressionnant devient une preuve de compétence. Une voix douce devient un gage d'écoute. Mais en réalité, on projette. On ne voit pas l'autre tel qu'il est, mais tel qu'on espère qu'il soit. Et ce qu'on prend pour de l'intuition est souvent une construction mentale rapide et automatique. Imaginez ces profils sur les applications de rencontres où un détail devient toute une personnalité fantasmée. Mais ce phénomène ne se limite pas à nos relations intimes. Dans nos cercles professionnels, ces biais agissent tout autant et parfois avec plus d'impact encore. Cette collègue brillante qu'on admire, à qui on attribue toutes les qualités humaines sans vraiment la connaître. Ce manager sûr de lui qu'on imagine bienveillant, parce qu'il parle avec assurance. Et au-delà de l'effet de halo, prenez le biais de transfert illicite. On attribue à une personne une qualité qu'on a perçue dans un autre contexte. Un ou une collègue charismatique en présentation devient dans notre tête un allié stratégique pour un projet, même si on ne l'a jamais vu collaborer dans l'action. Ou encore, on transfère la sympathie qu'on ressent pour une personne sur son avis en réunion, qu'on suit sans esprit critique. Et derrière tout ça, il y a souvent le biais égocentrique. On juge la valeur d'un lien en fonction de ce qu'il nous fait ressentir. Si cette personne me rassure, me valorise, me stimule, alors elle est bonne. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas forcément lucide. On risque de confondre ce que l'autre nous apporte avec ce qu'il est vraiment. Dans les dynamiques d'équipe, c'est particulièrement piégeux. On favorise les affinités au détriment de la diversité. C'est le biais d'affinité qui nous pousse à nous entourer des personnes qui nous ressemblent et qui nous mettent à l'aise, souvent au détriment de celles et de ceux qui pensent autrement, travaillent différemment ou nous confrontent. Qu'est-ce que ça révèle ? Ça révèle
Plusieurs choses. Nos biais relationnels ne sont pas des failles morales, ils sont des raccourcis de notre cerveau pour évaluer vite, décider vite, s'attacher vite. Mais ce qui nous rassure peut aussi nous enfermer. Et dans un monde du travail qui valorise la performance, la cohésion, la compatibilité culturelle, ces biais peuvent devenir structurels. Ils façonnent les promotions, les recrutements, les exclusions. Ce qu'on appelle bonne entente et parfois un simple confort cognitif. Alors en deuxième partie, nous allons voir ce qu'on croit que l'autre devine ou comment nos biais brouillent la communication. Après avoir vu comment notre cerveau se forge une image rapide de l'autre, passons à l'effet miroir. Car dans toute relation, il y a aussi ce qu'on projette vers l'autre, ce qu'on imagine qu'il perçoit. Le piège ici, c'est de croire que notre monde intérieur est lisible, que ce qu'on ressent se voit. Cette partie explore deux biais cognitifs majeurs qui nourrissent les malentendus, les non-dits, les tensions invisibles dans nos relations personnelles comme professionnelles. L'illusion de transparence tout d'abord, et puis le biais de confirmation. Deux raccourcis mentaux qui transforment la réalité en fiction. Dans notre relation, on croit souvent que l'autre sait, qu'il ou elle voit, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on vit. Dans une relation amoureuse, c'est cette impression tenace. Puisqu'il me connaît, il voit bien que je vais mal. Il ou elle sait que je suis déçu, pas besoin de lui dire. C'est l'illusion de transparence. Ce biais nous pousse à croire que nos émotions sont lisibles, qu'on n'a pas besoin de parler, que si l'autre nous aime, il ou elle devinera. Et comme souvent, un biais ne vient jamais seul. L'illusion de transparence est renforcée par le biais de confirmation. On interprète tout ce qui se passe à travers le prisme de ce qu'on croit déjà savoir. Il ou elle ne m'a pas répondu tout de suite, c'est parce qu'il m'en veut. Elle m'a fait un cadeau, c'est qu'elle se sent coupable. Et hop, une fiction se crée sans preuve, sans échange. Mais cette mécanique ne s'arrête pas à la porte de la maison. Elle est à l'œuvre dans toutes nos relations, y compris au travail. Et dans le monde professionnel, elle devient redoutablement efficace et dangereuse. Mon manager ne m'a pas félicité, donc il pense que je suis nulle. Il ou elle m'a interrompu en réunion, donc il ne respecte pas mon travail. Je n'ai pas été invitée à ce déjeuner, donc j'ai été mise à l'écart. Là encore, on projette. On remplit les silences avec nos peurs, on imagine les intentions, on déduit les émotions. Mais on ne vérifie pas, on ne formule pas, on ne demande pas. Et pendant ce temps, les malentendus se cristallisent, les tensions montent en silence, les décisions s'ancrent sur des perceptions erronées. Dans une équipe, cela crée des frictions invisibles, des blessures accumulées, et finalement des non-dits extrêmement coûteux. Et cela renforce les inégalités. Ceux et celles qui osent verbaliser sont entendus. Ceux et celles qui attendent d'être vus restent dans l'ombre. Alors ce qu'il faudrait faire pour sortir de ce problème. Remettre du langage là où notre cerveau voudrait croire que tout est évident. Poser la question au lieu d'inférer. Dire « je me suis senti » au lieu de penser « il ou elle aurait dû savoir ». Oui, c'est inconfortable, mais c'est ça le début de la clarté relationnelle. Moins de suppositions et plus de conversations. Après avoir vu comment nos biais façonnent ce qu'on perçoit et ce qu'on interprète, reste une question centrale. Pourquoi est-il si difficile de faire évoluer une relation une fois qu'elle existe ? Pourquoi certaines dynamiques persistent, au travail comme ailleurs, même quand elles ne fonctionnent plus ? La réponse tient souvent aux trois biais puissants. Le biais de statu quo, le biais de cohérence récupérable, et surtout le biais des coûts irrécupérables. Le biais de statu quo nous pousse à maintenir l'existant, pas parce qu'il est juste, mais parce qu'il est là. On se dit, ce n'est pas idéal, mais c'est stable. Changer maintenant, ce serait trop compliqué. Ce biais devient redoutable quand il se combine avec le biais des coûts irrécupérables. Le biais des coûts irrécupérables, c'est le temps déjà passé, l'énergie investie, les efforts consentis, et parfois même l'image qu'on a construite autour d'une relation, d'un rôle. Et notre cerveau déteste l'idée que tout cela a été fait pour rien. Alors il continue. Une collaboration déséquilibrée, un mode de management inefficace, une relation professionnelle qui s'est rigidifiée, non pas parce qu'elle fonctionne encore, mais parce qu'y renoncer donnerait l'impression d'une perte. On se dit qu'on a trop investi pour changer maintenant. Après tout ce qu'on a traversé, on ne peut pas revenir en arrière. Et à cela s'ajoute le biais de cohérence.
Si j'ai pensé pendant des années que cette relation était saine, utile ou nécessaire, alors mon cerveau va chercher à rester cohérent avec cette version de l'histoire, même quand les faits ont changé. Résultat, on ne renégocie pas les règles, on n'ajuste pas les attentes, on confond loyauté et inertie, et parfois on appelle amour, fidélité, esprit d'équipe, ce qui en réalité n'est plus que de la peur de reconnaître qu'une relation devrait évoluer. Ces biais ne disent pas que nous sommes faibles, ils disent que notre cerveau protège ce dans quoi nous avons déjà investi. Mais comprendre le biais des coûts irrécupérables, c'est accepter une idée inconfortable et libératrice à la fois. Continuer n'est pas toujours la preuve d'un engagement sain. Parfois, ajuster ou transformer, c'est la décision la plus lucide. Alors, en conclusion, nos biais relationnels ne sont pas des failles morales. Ils sont des raccourcis, des stratégies de survie, des automatismes cérébraux. Mais si on n'en prend pas conscience, ce qui nous rassure peut aussi nous enfermer. Ce qui nous touche peut fausser notre perception et ce qui nous semble stable peut devenir rigide. Aimer mieux, travailler mieux, coopérer mieux, ça commence par là. Savoir que nos ressentis ne sont pas des preuves, que nos silences ne sont pas toujours lisibles et que nos relations ont besoin d'être réajustées, parfois même quand elles ont une belle histoire. Ce n'est pas être froid, ce n'est pas tout analyser, c'est juste apprendre à ne plus se laisser gouverner uniquement par l'automatique, avec un peu plus de mots, un peu plus d'écoute et beaucoup moins d'évidence. Merci d'avoir écouté cet épisode des Pieds dans le plat. Ce podcast vous est destiné. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire de quel sujet vous aimeriez que je traite. Et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à le partager ou à me laisser un commentaire. Et souvenez-vous, le meilleur antidote au biais, c'est la curiosité. À très bientôt.